Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Adeline Chenon-Ramla. Bonjour Adeline. Bonjour. Alors, tu es journaliste pour la presse écrite notamment et correspondante de guerre. Enfin, tu as été journaliste. Tu as commencé ta carrière en 1990 avec un stage au Monde. Tu as quitté Le Monde, le journal Le Monde en 2002. Sinon, par ailleurs, aujourd'hui, tu es écrivaine et réalisatrice et également blogueuse depuis le début du conflit en Syrie. Et tu es l'auteur du livre Ma Syrie, sorti en 2016 aux éditions Écrire, Lire et Penser, les éditions canadiennes. Voilà. Si nous avons souhaité te rencontrer aujourd'hui, c'est pour parler des tensions russo-israéliennes qui ont survenu à propos d'une séquence militaire en Syrie pendant laquelle un avion russe a été abattu avec 15 soldats à son bord. Donc ça, c'était lundi 17 septembre dernier. Voilà, donc dans un contexte un petit peu compliqué, hein, la guerre en Syrie, ceux qui suivent savent qu'il y a de nombreux acteurs internationaux. Et le jeu politique, entre guillemets, entre la Russie et Israël, dans le cadre de ce conflit, n'est pas toujours très clair. Alors, il y a peu d'avions turcs qui ont été abattus par des amis ou par des nations neutres, entre guillemets. Il y a eu l'épisode le 24 novembre 2015 où l'armée turque avait abattu un Sukhoi Su-24 de l'armée de l'air russe. Ce qui avait été peut-être le point de départ, selon certains commentateurs, d'un retournement d'alliance pour la Turquie qui était auparavant dans le camp de l'OTAN et très anti-Bachar, et qui depuis a une autre priorité. Voilà, a une autre priorité, c'est plutôt les Kurdes, sa priorité, quitte à laisser Bachar tranquille. Alors on va commenter, si tu veux bien, un petit peu cette séquence d'événements qui ont eu lieu il y a une semaine, avec le samedi 15 septembre, Israël qui a frappé avec des missiles l'aéroport international de Damas, déclenchant une réponse de la défense aérienne syrienne. Donc source RFI et Time of Israel. J'ai envie de dire, bon, c'est pas la première fois qu'Israël frappe en Syrie, mais là c'est quand même une cible d'envergure. Est-ce que tu peux commenter cet événement ? C'était un peu C'était en effet, oui, c'était le début d'une série de frappes et c'était une façon de dire, maintenant, là, on attaque directement. On avait avant affaire plutôt à une guerre par proxy. C'est-à-dire en vérité par intermédiaire, on va dire. Et on avait déjà eu plusieurs attaques d'Israël, mais enfin bon, on nous disait il y a un missile israélien qui a été abattu par le bouclier antimissile syrien, mais bon, c'était pas aussi clair. Là, vraiment, on va dire qu'ils ont signé leur acte, puisque en effet, les Israéliens ont absolument revendiqué ce qu'ils faisaient. C'est une façon très claire d'attaquer sans faire de victimes, puisqu'il n'y a pas eu de victimes durant cette attaque, mais de dire, maintenant, c'est contre nous. C'est nous qui en avons contre vous. Et un peu d'obliger aussi la Russie à prendre position. Pas vis-à-vis de la Syrie, puisque ça fait longtemps que la Russie a pris position pour l'État syrien et l'armée syrienne, mais pour prendre position vis-à-vis d'Israël. Donc c'était le début d'un dialogue belliqueux, mais d'un dialogue quand même. Alors, Israël a toujours justifié ses frappes en Syrie en expliquant qu'il ciblait des munitions livrées de l'Iran pour le Hezbollah qui transiteraient par la Syrie. C'est un petit peu le scénario classique qui est invoqué. Pas uniquement. Si je peux me permettre, non. Ils ont aussi au départ dit qu'ils essayaient d'attaquer le gouvernement de Bachar el-Assad. Ils l'ont dit clairement. Et c'est resté encore une de leurs... Enfin, ils ont deux excuses favorites, ou en tout cas deux lignes de conduite. C'est soit ils veulent s'attaquer au Hezbollah, puisqu'en effet, ça, le Hezbollah et Israël ne s'entendent pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire, soit qu'ils veulent zigouiller le gouvernement de Bachar el-Assad. Mais il y a les deux. Oui. Ils disent les deux, ils assument les deux. C'est d'ailleurs pour cette deuxième raison qu'ils ont soigné des combattants de milices, des rebelles islamistes. En Israël, oui, absolument. Ils ont recueilli des combattants d'Al-Nosra, qui étaient donc dans le sud-ouest de la Syrie, et qui étaient dans le Golan. Et
en justifiant ça pour dire qu'il fallait aider la cause démocratique de ces messieurs d'Al-Nosra. Alors, comme de par hasard, mais là, on ne pense pas forcément au hasard, bien sûr, le lundi 17 septembre, à l'occasion des 30 ans du premier lancement orbital, le ministère israélien des Affaires militaires a publié des images de son nouveau satellite espion montrant le palais présidentiel syrien, l'aéroport international de Damas, qui venait d'être frappé, et le lieu de déploiement de chars de l'armée syrienne. Donc ça, c'est source Presse TV et Le Monde. Est-ce que tu peux commenter également cette information ? Alors ça, il y a deux choses là-dedans qui sont très... D'une part, bon, ça c'est sûr que quand on monte par satellite un palais présidentiel en période de guerre, c'est une façon très claire de dire qu'on veut tuer le président. Hein. Ça, y a pas... Le message est sans ambiguïté. Donc c'est une menace directe. On va tuer le président. Deuxièmement, il faut replacer ça dans le contexte des White Helmets. Pourquoi et d'Idlib. Je m'explique. À Idlib, la ligne rouge a toujours été donnée par l'OTAN de s'il y a une attaque chimique, alors nous répliquerons. S'il y a une attaque chimique, donc soi-disant du gouvernement de Bachar el-Assad. Entre-temps, l'information a fait son travail. Je salue d'ailleurs au passage Vanessa Billet, qui a fait partie des gens qui ont vraiment dénoncé ça. On a été plusieurs à dénoncer le fait que les attaques chimiques étaient le résultat de scénarios, de mise en scène et de films particulièrement glauques, puisqu'il s'agissait d'enlever des enfants et d'en faire de futurs acteurs de ces attaques chimiques, et après d'exhiber les corps de ces enfants morts, ce qui est quand même très moyen, pour montrer que, mon Dieu, oui, la ligne rouge avait été franchie, et bien expliquer qu'évidemment, elle avait été franchie du côté du gouvernement syrien et de l'armée syrienne. Mais donc, en l'occurrence, ce qui avait essayé d'être fait à Alep, puisqu'à Alep, ça a marché, ça. À Alep, on a cru ça, n'a plus marché à Idlib, puisqu'entre-temps, il y avait donc diverses personnes qui s'étaient impliquées, en particulier, je dirais, toute la presse non mainstream s'est un petit peu alignée, que ce soit Vanessa Billet, Judith Tanner, enfin, on est plusieurs, surtout des femmes, d'ailleurs, je dois dire, ou Marc Taliano au Canada, pour dénoncer ça et montrer épisode par épisode en quoi tout ça était, alors pour le coup, des fake news, pour reprendre le grand terme cher à notre président, et que donc on ne peut pas parler d'attaque chimique quand l'attaque chimique a été préparée par une personne pour en accuser une autre. Ça ne marche pas. Israël avait vendu ça, donc il fallait marquer le coup très fort. Enfin, avait vendu ça, tout le monde sait tout dans une guerre. Hein. Donc, si vous voulez, il fallait très fort faire monter le ton, puisque d'un seul coup, ça foutait un peu tout en l'air, parce qu'il n'y avait plus de ligne rouge à franchir, parce qu'on nous disait que la ligne rouge, en vérité, était truquée. Donc, en échange de quoi, Israël nous balance, des images du palais présidentiel, on veut tuer le président. Ça, pour le coup, bon, dans la série Provocation, on peut difficilement faire plus haut, hein. Il faut donc provoquer une attaque, il faut provoquer un énervement, puisque ça veut dire que l'armée syrienne ne va pas bouger, puisqu'il ne va pas y avoir de ligne rouge de franchie. Vous voyez l'idée ? Premièrement ça, et deuxièmement, dans le même temps, on a eu des images satellites qui montraient les endroits où on avait construit en Syrie les studios pour tourner les films des attaques chimiques. Que j'ai mis d'ailleurs, moi, j'ai mis ces images-là sur Facebook à l'époque, où on voyait très bien l'endroit avant, l'endroit après, et on voyait parfaitement l'endroit qui avait été reconstruit à toute vitesse pour faire des studios. Et beaucoup de témoignages de gens qui corroboraient ça, et de pauvres parents qui avaient perdu leur enfant parce qu'on leur avait enlevé, enfin bon, beaucoup de choses. Donc, c'est une réponse du berger à la bergère. Israël nous envoie des images par satellite, la même chose, mais là du palais présidentiel. Très bien, très bien, très bien. Ah, ok, ça marche plus le coup de la ligne rouge. Bon, et ben nous, on va assassiner le président. C'est ça qu'il faut voir. Faut voir là encore, on est toujours dans un dialogue, mais là, c'est un dialogue ouvert. C'est pas des négociations secrètes.
Très bien. Alors le soir même, le lundi, lundi 17 septembre, on a eu une séquence un petit peu chargée, puisque d'un côté, les Russes et les Turcs ont annoncé une zone de démilitarisation à Idlib, donc qui peut faire espérer qu'il n'y aura pas de bombardement et pas de bataille massive d'Idlib, qui est un petit peu la dernière poche de résistance des rebelles islamistes. Et juste avant cette annonce, qui a quand même peut-être surpris pas mal de monde, parce que c'est vrai que beaucoup de gens s'attendaient à cette offensive qui aurait pu être sanglante. Juste avant, donc, un avion russe Il-20 a été abattu avec 15 soldats à son bord. Et selon Moscou, c'est un tir malheureux de son allié syrien qui en est responsable. Mais la Russie met en cause Israël et la confusion semée par ces provocations dans la zone. Donc ça, c'est source RT et Le Monde, Russia Today et Le Monde. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Donc, il faut souligner également, ça c'est très important, que c'était concomitant, c'était juste après plusieurs tirs de missiles israéliens sur l'Atakié. Donc l'Atakié, où il y a une base juste à côté, une base aérienne russe. Et certains ont même parlé d'un missile français qui aurait été tiré, en plus des missiles israéliens, qui aurait été tiré du navire l'Auvergne. Est-ce que tu peux nous commenter donc ces informations? Alors déjà, les attaques, il y en a eu à Homs, il y en a eu à Banias, il y en a eu à Latakia, il y en a eu à Tartous. Des attaques israéliennes. Lors de cette pénible soirée, moi j'avais des amis qui étaient sur les toits à Tartous, sur les toits à Latakia, à Homs pareil, enfin il y en avait partout. Voilà. Bon. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, en effet, on apprend donc de façon concomitante qu'il y a donc ces attaques israéliennes, qu'un avion russe a été touché, que malheureusement ça coûte la vie à 15 militaires russes, et d'un autre côté, que donc, alors il faut comprendre pour la Syrie que quand on parle de la ville, quand on dit Idlib, on ne parle pas que de la ville. On parle de la région, donc d'un périmètre qui est de 20 km autour de la ville. Donc là, ça fait déjà beaucoup plus, hein, surtout quand on sait que de Idlib partaient régulièrement des Scuds qui allaient dans les villes de Skalbiye et Merahde, qui sont deux villes chrétiennes qui sont au sud d'Idlib, et où il y a eu quand même 13 martyrs à Merahde. Et à Skalbiye, ils ont tiré, mais je ne me souviens plus qu'il y ait eu de gens, de civils abattus. Alors qu'à Merahde, oui, il y a toute une famille qui est passée quand même, 13 personnes. Bon. Et ça, c'était donc des missiles qui arrivaient directement d'Idlib. Bon. Ben là, c'est donc un périmètre de sécurité qui, en gros, correspond à la portée des missiles. Et voilà qu'on apprend donc qu'il va y avoir un périmètre de sécurité autour d'Idlib, incluant donc la ville d'Idlib, qui va être démilitarisée, et le tout sous la haute surveillance des Russes et des Turcs. Alors, il y a de quoi surprendre un peu, puisque les Turcs, c'était en effet plutôt du camp de l'ennemi de l'armée syrienne, alors que les Russes sont plutôt pro-armée syrienne. Donc là, on a vu beaucoup de choses fleurir. Peut-on dire que Poutine est en train de trahir al-Assad? Pourquoi on fout Erdogan dans le jeu? Enfin bon, c'est vrai que tout ça a entraîné une confusion folle. En plus, 15 morts russes. Alors là, la confusion est à son top. Bon. Si on regarde les choses un peu platement maintenant, alors on voit premièrement qu'en effet, il y avait dans la zone donc des Israéliens qui mitraillaient, des Syriens qui ripostaient, et un avion français, l'Auvergne, un bateau français, l'Auvergne, qui passait là par hasard, en gros. Bon. Et dès le premier soir, on nous dit... Il est là et il aurait tiré, mais on ne sait pas trop. Bon. On nous explique que ce n'est pas possible de tirer des missiles d'un avion. Donc, ça ne peut pas être les Israéliens qui ont tiré. Après, on nous explique que le missile a finalement été tiré de Russie. Enfin bon, on sent qu'en effet, une espèce de cacophonie d'informations règne sur, en gros, qui a fait tomber cet avion et donc est à l'origine de ces 15 morts. Et
le doute s'installe. Bon. Le doute s'installe, je ne suis pas la Pity, donc je ne sais pas. Les Russes savent pertinemment qui a tiré sur eux, ça j'en suis sûr, et à peu près tout le monde en est sûr. Les Israéliens démentent. Là, on voit des titres dans l'Orient le Jour qui disent que les Russes attaquent les Israéliens et les Français. On le voit aussi dans 2 articles américains dont j'ai oublié les sources, mais qui disent ça, qui disent très clairement... Que les Russes accusent. Voilà, les Russes accusent clairement les Français et les Israéliens. Les Israéliens démentent, les Français démentent, mais très vite, on ne parle plus des Français. Ce qui, évidemment, moi, m'ennuyait beaucoup, parce que je ne trouvais pas ça très bon signe, déjà, soyons clairs. Et puis... c'était bizarre, cet avion, ce bateau qui était justement là dans le coin, au mauvais endroit, au mauvais moment, et plaf. Alors après, on nous a expliqué que les Israéliens avaient servi de cache, en vérité, pour qu'on ne voit pas l'avion russe, et que l'avion français avait tiré sans savoir qui tirait sur un avion russe. Enfin, on nous a expliqué bien des choses bien intéressantes et peu claires. Quand c'est peu clair, c'est jamais par hasard. Ça, c'est une des lois de la guerre, parce qu'il faut bien savoir qu'un belligérant sait très bien s'il attaque, qui il attaque, ou s'il est attaqué, qui l'a attaqué. Bon. Ça, c'est la première chose. Dans un contexte très tendu, qui est le contexte d'Idlib, où il y a quand même c'est vrai, des millions de gens qui vivent, et 10 000 rebelles islamistes qui sont là parce que envoyés dans les fameux bus verts par l'armée syrienne. À chaque fois qu'on leur donnait le choix, c'est un choix du gouvernement syrien, de l'armée syrienne, de leur dire soit vous revenez en Syrie, pour ce qui est des Syriens, vous revenez dans le camp militaire syrien, soit vous partez à Idlib. Et les étrangers étaient systématiquement envoyés à Idlib. Il faut savoir que des étrangers, il y en a beaucoup, et que c'est beaucoup de chefs. Bon. En général, les gens à qui on offrait ce choix, pour les Syriens, il y en avait qui passaient du côté de l'armée syrienne, puisque c'est ce qu'on leur proposait, mais ceux qui décidaient de ne pas passer du côté de l'armée syrienne, pour des raisons qui sont les leurs, partaient toujours avec leur famille à Idlib. Donc, il faut comprendre qu'il y a 10 000 personnes qui, dans la façon de compter de l'armée syrienne, ça ne fait pas forcément 10 000 terroristes avec une arme à la main, ça fait aussi la famille des terroristes, mais c'est un petit peu la même chose, parce qu'en attendant, comme c'est un gagne-pain, si vous voulez, c'est un peu compliqué d'être une famille de terroristes quand on est coincé à Idlib et que, par exemple, le papa meurt. Enfin, bon. Donc, tout ça fait qu'il y a donc une grosse population. Alors, est-ce qu'il parle de 10 000 terroristes armés, ou est-ce qu'ils parlent des terroristes plus leur famille? Ce qui fait qu'on arriverait à 60 000, ce qui fait que là encore, pour les chiffres, personne n'est vraiment d'accord. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes qui vont à Idlib pour compter. Et ça devrait bien faire réfléchir la communauté internationale. Pourquoi ils n'y vont pas pour compter? Parce qu'ils ont peur qu'on leur coupe la tête, et que c'est quand même un peu un problème pour des gens qui étaient censés aider à l'apport de la démocratie dans un pays, qu'on ne puisse pas aller là où ils sont parce qu'on a peur qu'on vous coupe la tête. C'est emmerdant. Ça pose un problème démocratique réel. Un problème de storytelling. Ouais, voilà, absolument. Là, il y a un vrai problème de storytelling. C'est que personne ne peut y aller pour compter. Ces grands démocrates coupent la tête des journalistes, donc il y a un problème. Bon. Mais enfin, il s'agit quand même de vie humaine en attendant, donc c'est vrai qu'il y a un problème, parce qu'il y a aussi un tas d'habitants civils qui sont coincés là, dont le chiffre est difficile à évaluer. Je pense même pour les autorités syriennes. C'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fui, puis beaucoup de gens qui ne savent pas où fuir, et puis beaucoup de gens peut-être qui peuvent croire ou ne pas croire ce qu'on leur dit, mais enfin qui font le choix de rester et qui ne sont pas pour autant des terroristes, mais qui sont là et qui vivent avec leur petite famille. Bon, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là? Bon. Donc c'est un emmerdement, cette ville d'Idlib. Pour résumer, c'est ça, parce que donc on a des gens dont on sait que sont des terroristes connus, extrêmement dangereux. On sait qu'on a des familles qui risquent de devenir très agressives si on tue si on tue leur et le pater familias et leurs sources de revenus. On sait qu'il y a des civils
qui ont bien du mal et qui sont mélangés à la population. C'est-à-dire que on sait que les terroristes sont mélangés à la population locale. Donc, en gros, on sait très bien que les terroristes utilisent la population locale pour qu'on ne puisse pas leur tirer dessus. Ils vont vivre dans la population locale. Donc, au départ, l'idée, c'était de dire, c'est une idée qui a été proposée par les Russes, et il y a eu 12 points de sécurité qui ont été mis sur pied à la suite de cette décision par les Turcs. Donc, il y avait des points de passage avec des couloirs sécuritaires pour évacuer les gens qui voulaient partir. Et donc, 12 points de contrôle mis au point par les Turcs pour aider au fait que les gens puissent partir. Bon, par contre, l'expérience prouve, avec Alep, que quand on fait des points de passage comme ça, mais en vérité, les gens ne peuvent pas tellement s'en servir, parce qu'il n'est pas du tout de l'intérêt des terroristes de laisser partir les civils, puisque ce sont les civils qui leur servent de pare-feu. Donc, en vérité, on n'utilise pas ces points de passage. Bon, ça, là encore, l'armée syrienne le sait bien. Donc, l'armée syrienne n'a pas envie de tuer des millions de gens. Donc c'est la merde. Poutine réfléchit à tout ça, tout le monde, enfin Poutine, les Iraniens et les Turcs réfléchissent à tout ça. Pendant ce temps-là, évidemment, les enchères montent côté israélien, puisqu'il faut forcer la main de l'armée syrienne pour qu'elle attaque. Et si elle attaque, on pourra répondre. Et voilà que l'armée syrienne ne bouge pas. À ce titre, c'est intéressant de signaler que Robert Fisk, journaliste que j'aime beaucoup et qui était à The Independent, était sur le terrain et a fait un article très précis en disant « Mais attendez, moi j'y suis, là je suis à côté d'Idlib, il ne va pas y avoir de bataille. » C'est un article qui est passé complètement à l'as. Moi j'avais repéré parce que je suis absolument tout ce qui se passe sur la Syrie, comme vous le savez. Mais en France, on n'en a pas parlé. Là encore, c'est un article dont j'ai les sources et que moi j'avais mis sur ma page Facebook, tout bêtement, en disant « C'est très intéressant ce que dit Robert Fisk, parce que lui, il dit qu'il n'y a pas de bataille d'Idlib. On était à 2 jours. On n'arrêtait pas de donner le top sonore du départ de la bataille d'Idlib. Je l'ai moi-même donné en disant est-ce que ces paroles d'un militaire, d'un général syrien ne seraient pas le top sonore du début de la bataille d'Idlib? On était tous là à attendre notre bataille d'Idlib. Et voilà que Robert Fisk, qui est un gars qui est hautement crédible et qui de surcroît était sur place, un journaliste professionnel hautement crédible, nous dit non, il ne va pas y avoir de bataille. Alors moi, ça m'a donné tout de suite à réfléchir, si vous voulez. Donc là, j'ai vu les choses d'un angle différent. Pourquoi il n'y aurait pas de bataille? Et puis voilà, pof, 2 jours après, comme par hasard, on nous annonce que finalement, ils se sont entendus. Donc la réunion qui avait donc été... voilà. Non, c'est pas ça. Je ne sais plus où c'était, l'endroit où en tout cas, Poutine... Voilà. Ah bon, c'est possible. Je me souviens pas des lieux. Tout ce que je sais, c'est qu'en effet, il y avait donc toujours nos Turcs, nos Russes et nos Iraniens. Et que donc sort de cette réunion, cette décision stupéfiante, qu'en plus, le gouvernement syrien approuve. Et l'armée syrienne approuve. Moi, je comprends très bien qu'ils aient approuvé. Voilà, des gens très intelligents. Alors, excusez-moi. Mais alors, franchement, quand vous avez des milliers de civils, des millions peut-être de civils, on sait pas, les chiffres, il faut se méfier des chiffres. On ne sait pas les chiffres. En tout cas, il y a des civils, il y a beaucoup de civils. Il y a 10 000 terroristes, il y a des civils. Les terroristes se cachent chez les civils. Et voilà qu'on va faire passer l'armée syrienne pour des salauds, alors qu'en plus qu'on sait que les 3/4 des terroristes sont étrangers. Donc évidemment, l'armée syrienne n'a pas très envie de tuer des civils syriens à cause d'étrangers, si vous voulez. On peut la comprendre, vous voyez, c'est bon. Même si elle n'a pas tellement d'état d'âme pour ce qu'elle considère comme un terroriste syrien. Là, pour des étrangers, ça fait vraiment... C'est une double peine pour ces pauvres habitants d'Idlib. Je comprends très bien que l'armée syrienne était un peu réticente, même si c'est la guerre. Pourquoi ce serait eux qui paieraient, sans compter que l'expérience d'Alep montrait que de toute façon, les couloirs humanitaires ne marchent pas. Bon. Donc, c'est un peu inespéré, ce truc-là. Et je pense qu'il a été très fin, honnêtement, de la part de Vladimir Poutine, de dire aux Turcs, écoutez, mêlez-vous-en, hein, puisque là, vous êtes maintenant en pleine bonne intention, c'est parfait. C'est vrai que les bonnes intentions turques vis-à-vis de la Syrie ont été très rares depuis 7 ans, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont joué un jeu extrêmement double et extrêmement louche, en particulier vis-à-vis des Kurdes. Très douloureux d'ailleurs vis-à-vis des Kurdes, il faut être bien clair, qui ont été complètement les dindons de la farce
de l'horrible farce. Voilà. Il faut pas oublier que le pétrole de Daesh s'est coulé... Via la Turquie, on a des images de ça. La Turquie a été plus qu'anti-syrienne, plus que acteur, plus que belligérant, plus que tueur et plus que menteur. Donc c'est sûr que subitement, l'armée syrienne fasse confiance aux Turcs est un peu un rebondissement. Mais c'est très malin. Parce que ces gens-là sont censés pouvoir dialoguer. C'est d'ailleurs ce que disent tout actuellement quand on a des interviews de Jean Didlib. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y en a eu 2-3 là, d'interviews de Jean Didlib. En particulier, c'est Kervok Almassian qui fait Syrian Analysis. C'est un Syrien qui est actuellement à Munich, mais qui vivait absolument en Syrie et qui est simplement parti à Munich parce que malheureusement, vu qu'on lui a absolument détruit toute sa vie là-bas, il s'est fait bombarder la boutique de ses parents, on a tué son frère, enfin bon, un destin tragique, donc il est parti en Allemagne pour pouvoir continuer de s'exprimer et ne pas mourir, ce qu'on peut comprendre. On l'a opposé, c'était un débat que j'ai vu hier, on l'a opposé à une dame d'Idlib qui a dit « Nous remercions infiniment les Turcs que ce salaud de Bachar ne nous massacre pas », je vous résume. Hein. Et donc, elle était très contente que ce soit les Turcs. Donc, c'est pas idiot, parce que si vous voulez, d'un côté, il y a les Russes qui sont très officiellement pro-armée syrienne, et de l'autre côté, les Turcs, dont on ne sait pas trop ce qu'ils sont, mais qui sont très officiellement pro-islamistes, parce qu'Erdogan ne cache absolument pas son jeu dans le domaine, et très officiellement pro-terroristes, puisque c'était quand même eux qui fournissaient, qui revendaient le pétrole de Daesh et qui faisaient descendre, c'est-à-dire tous les gens qui sont rentrés en Syrie illégalement sont rentrés via la Turquie. Donc, si vous voulez, c'est pas idiot, c'est vraiment une façon de faire protéger l'un par son inverse. Hein. Vous voyez, il y a un balancement des forces qui est très intelligent. En plus, ça retire aux militaires syriens les joies du sale boulot, ce qui est plutôt bien, et ça laisse un temps de respiration pour que ces foutus couloirs humanitaires puissent marcher. Alors ça veut dire quoi? Démilitarisation. Ça veut dire qu'il faut retirer les armes. Parce qu'il faut savoir que quand on montait dans les bus verts, on montait avec ces armes. Mais ce n'est pas encore ces armes-là qui sont les plus méchantes, si tant est que ces armes-là, elles servent quand même à tuer les gens dans la rue ou tuer les gens qui ne sont pas d'accord. Mais bon, ça c'est un choix du gouvernement syrien. Je pense que c'était une façon aussi de bien dire que ce qu'on voulait surtout, c'est que les terroristes arrêtent de terroriser, mais qu'ils aillent donc vivre leur vie ailleurs. En gros, c'était ça, parce qu'à l'époque, je pense que le gouvernement syrien et l'armée syrienne, c'est surtout l'armée syrienne dont il s'agit, l'armée syrienne espérait qu'il soit exfiltré côté turc. Puis après, il y en a eu tellement, en vérité, et d'étrangers, et de gens payés pour être là, que ça a fini par poser un problème. 10 000 personnes, c'est beaucoup. Et puis c'est ça qui a été évidemment surexploité par la communication de l'OTAN, qui a dit, mon Dieu, drame humanitaire, et voilà que le pape s'en mêle, gna 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 gna. Ligne rouge. Voilà, ligne rouge, mon Dieu, ligne rouge, mon Dieu, ligne rouge. Voilà, ça a été surexploité par les pro-guerre. Le fait qu'ils se mettent à bombarder des villages chrétiens au sud d'Idlib, n'a pas prêché pour leur paroisse. C'est-à-dire que c'est absolument sidérant que le pape ait pris une position dans un conflit. Enfin, c'est absolument pas son rôle. Il aurait dû rester en dehors de tout ça. Bon, j'ai pas de conseils à donner au pape, mais il me semble que là, il a fait une connerie. Disons-le clairement, et d'ailleurs c'est bien une histoire qui divise beaucoup la communauté chrétienne. Pourquoi le pape s'est-il mêlé d'aller dire son mot là-dedans, alors que justement il y avait des victimes chrétiennes? C'est quand même un peu bizarre qu'ils aient ciblé 2 villages chrétiens. Parce que Maharde et Escalbié, qui sont 2 villages que je connais très bien, où j'ai été souvent, sont vraiment des chrétiens, donc c'est un peu bizarre. Bon. Mais donc, là encore, est-ce que c'était de la provocation pure pour que l'armée syrienne réponde? L'armée syrienne dont on connaît la mosaïque religieuse, sunnite en premier, enfin qui est la même d'ailleurs que la mosaïque du pays, donc sunnite en premier, alaouite en second, et chrétienne en dernier, mais en attendant tous ces gens-là qui sont tous militaires syriens et tous surtout patriotes. Et donc ils sont un peu énervés de voir qu'on est en train de les mitrailler, qu'ils n'ont pas le droit de bouger.
On a là des gens qui n'ont qu'une envie, c'est d'aller bouffer de l'ennemi, ce qu'on peut comprendre, hein. Là encore, tout ça est très logique. Donc il fallait calmer le jeu très vite. Et donc je trouve que dans ce cadre-là, ces négociations ont permis un acte intelligent. Et voilà que, soyons clairs, je reprends ma phrase, ces négociations permettent un acte intelligent, et paf, en même temps, le truc de ouf, on va justement zigouiller un avion de celui qui a été l'instigateur de ces négociations, les Russes. Ça, c'est vraiment, là encore, c'est une réponse. Il y a un côté un peu cousu de fil blanc et un peu réponse de la bergère au berger, quoi. Ah, tu nous empêches d'avoir notre guerre, et ben t'auras tes 15 morts. Et là encore, réaction que personnellement je trouve assez intelligente de Poutine, et ça n'a rien à voir avec le fait d'être pro-Poutine ou anti-Poutine, d'un point de vue simplement de guerre et de stratégie. Il décide que ça devient flou. Alors, on nous dit, comme je le lisais encore dans un article là, avant que vous arriviez, il a créé une désinformation parce que c'est peut-être les Français qui ont tiré du fameux bateau Auvergne, parce qu'un missile de ce type ne pouvait être tiré que d'un bateau et pas d'un avion. On nous dit il ne veut pas se fâcher avec les Israéliens. Il n'a pas tort non plus. Les Israéliens sont absolument très énervés et ont violé toutes les règles internationales depuis qu'ils existent. Donc, est-ce vraiment la peine de les énerver un peu plus? Non. À ce sujet, juste une petite parenthèse, il a été dit, les Russes ont même dit donc, que cette opération israélienne violait leur accord, l'accord israélo-russe, qui serait que en fait, si les Israéliens frappent en Syrie, ils sont censés prévenir en amont les Russes. Or là, les Russes se sont plaints même, puisque ça a été officiel, d'avoir été prévenus qu'une minute avant la frappe israélienne. Oui, alors, oui, mais en même temps, oui, je souriais, je ne devrais pas sourire parce qu'il y a des morts, mais on est bien d'accord que ce genre d'accord est un peu bizarre, c'est quand même la guerre. J'avoue que je suis un peu choqué, non pas par vous, mais par le fait qu'on considère que la guerre a des règles si strictes. La guerre, c'est quand même la guerre, hein. Et tous les gens qui nous font part de guerre chirurgicale ou de guerre très propre ou de guerre ou de en dehors des règles de la guerre me font bien marrer et me font bien pleurer. Parce que la guerre, c'est la guerre, et la guerre, ça veut dire je veux être là où tu es, et donc si t'es mort, c'est quand même mieux, mon pote. Voilà, c'est ça que c'est la guerre. On va résumer la guerre, c'est ça. Je veux ce que tu as. Alors maintenant, si tu meurs, je le prendrai plus facilement. Si tu te barres, je le prendrai un peu moins facilement. Mais c'est ça la guerre. Il faut arrêter le cinéma là. Et donc, oui, je suis sûr qu'il y avait un tas d'ententes. Mais enfin, bon, je ne me souviens pas que les Israéliens respectent beaucoup les ententes. Enfin, en tout cas, on n'a pas beaucoup d'exemples d'ententes respectées par les Israéliens. L'ONU croule sous les non-respects d'Israël par rapport à des règles codifiées par l'ONU, par rapport à des lois, par rapport à des résolutions. Donc Israël n'a jamais respecté aucune règle. Les Russes sont des guerriers, ne sont pas des saints. Donc, je pense que les Russes même nous font part d'un tas de choses qui sont bien sympas, mais enfin qui sont quand même de la politique de guerre. Les Français étaient là avec un bateau qui traîne là par hasard, excusez-moi, mais enfin le bateau qui traîne là par hasard en temps de guerre, quelles que soient les règles, je n'y crois pas non plus. Y a je ne sais combien de pays qui sont en train d'amener leurs bateaux sur les côtes de l'attaquer, tous de l'OTAN. Alors là encore, il y a sûrement un tas de belles règles, mais enfin, je pense que toutes les règles, tout le monde se les fout là où je pense au moment de l'attaque, hein. Là, il faut quand même être réaliste. Vous savez, comme vous le savez, moi j'ai beaucoup vécu avec les Bédouins, et les Bédouins ont une parole que j'aime beaucoup, que je trouve très juste, qui dit « Tant que ça se passe devant nous, c'est bon. Si ça se passe derrière le rocher qui est là, on est mal. » Et ils n'ont pas tort, ces Bédouins-là, il y a beaucoup de sagesse là-dedans. C'est-à-dire qu'on n'y est pas là, on n'est pas sur la trajectoire du missile. Quand ça se passe à un endroit où on ne voit pas, il n'y a que les deux qui étaient derrière le rocher ou sous le missile, c'est-à-dire les Russes, ou qui ont envoyé le missile, et ça on ne sait pas trop, il n'y a que ceux-là qui savent. Personne, il y a beaucoup de secrets de guerre qu'on ne sait pas. Il faut accepter ça.
C'est difficile d'accepter ça à l'époque d'Internet, avec la géostratégie, avec les images par satellite, avec je fais un clic et je vois tout et je sais tout, cette espèce de sentiment qu'on a de tout connaître est bien mignon. Mais ça marche pas pendant les guerres, à des moments précis. Je veux dire, si les Russes ne veulent pas qu'on sache qui a tiré, on ne le saura pas, ou on le saura plus tard. Comme on dit, la première victime d'une guerre, c'est la vérité. C'est une citation que j'aime bien rappeler. Mais toujours est-il qu'on a l'impression que les Russes s'accommodaient plus ou moins, bon gré mal gré, des interventions israéliennes sur le sol syrien. Oui. Parce que je rappelle qu'il y a eu environ 200 frappes israéliennes depuis le début du conflit, au minimum. Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, la Russie n'avait pas forcément réagi au plus haut niveau. Absolument. Et là, par contre, elle réagit. Et elle réagit même... ça, c'est une information que vous avez donnée sur Internet, que tu as donnée, pardon, sur Internet, selon laquelle 6 chasseurs russes auraient violé l'espace aérien israélien, donc ce qui serait complètement une première. Pendant 10 minutes, oui. Alors, en effet, ce serait complètement une première, enfin, ce serait complètement une première dans ce sens-là, on va dire. C'est-à-dire que, en effet, les Russes soutiennent, et moi j'ai plusieurs sources perso concordantes dans ce sens. Donc il y a eu pendant 10 minutes, les avions, 6 avions russes ont survolé, donc ont violé l'espace territorial israélien. Inutile de vous dire que les Israéliens n'ont pas filmé ça, puisque l'ambiance est un petit peu tendue actuellement. Donc, en termes d'images, il ne faut pas trop espérer avoir quelque chose. On aura peut-être des images libanaises, puisqu'il est possible que ces avions, qui sont des avions de parade, semble-t-il, mais même ça, c'est pas sûr. Les photos qu'on a ne sont pas sûres. Moi, ce que j'ai, ce sont des témoignages oraux. Et je pense que c'est très juste. Je vais vous dire pourquoi je pense que c'est très juste. Je pense que ce n'est pas un mensonge. Parce que c'est une pratique courante en Israël. Et moi, je le sais parce que j'ai vécu beaucoup au Liban. Et que les Libanais, tous les Libanais, interviewez n'importe qui autour de vous, vous diront que tous les 2 jours, Israël viole l'espace libanais. Il fait même un truc en plus. L'aviation israélienne non seulement viole l'espace aérien libanais, mais généralement s'arrange pour passer le mur du son exactement au-dessus de Beyrouth, histoire que ça fasse un big bang et que ça terrorise absolument tous les habitants du Liban. Les Libanais vivent avec ça depuis des années et sont terrorisés. Ça marche très bien, cette petite politique. Donc c'est un truc israélien connu. Je vous dis, n'importe quel Israélien le sait, n'importe quel Libanais le sait. On n'en parle pas en France, on n'en a jamais parlé en France. On a commencé à voir un petit peu dans Liban News, parce que pour les Libanais, c'était tellement genre l'habitude qu'ils n'ont pas imaginé qu'il y avait une omerta sur le fait que leur espace aérien était violé tous les 2 jours depuis presque 15 ans. Et puis, ils ont vécu tellement de choses graves que ça leur peut paraître peut-être moins grave que d'autres choses qu'ils ont vécues, ce viol, alors qu'au regard du droit international, c'est très, très grave. Mais voilà, c'est ça, exactement. Vous avez absolument raison de souligner ça. Parce qu'il y avait des fois, ils se contentaient de violer l'espace libanais. Mon Dieu, le viol de l'espace libanais n'est pas le viol d'une femme. Mais il y avait des fois aussi, ils en profitaient pour bombarder de petites centrales électriques. Alors évidemment, dans les news, on parlait des centrales électriques. Mais on oubliait de signaler que sur une fois le bombardement d'une centrale électrique qui était une pure catastrophe, il y avait eu 6 fois de viol de l'espace aérien. Donc c'était devenu tellement... C'est une telle banalité, c'était une routine, que les Libanais sont tombés de leur chaise. Quand par exemple, j'ai fait partie des gens qui leur ont dit « mais il faudrait peut-être que vous le signaliez ». Mais pourquoi Ils me disent « mais c'est bien évident ». J'ai dit « mais comment ça c'est bien évident ?» Pas du tout, il faut avoir vécu au Liban pour le savoir ça. Parce que là encore, un viol d'espace aérien, allez avoir des images d'un viol de l'espace aérien. Alors vous voyez le ciel, vous voyez un point qui passe et on vous annonce qu'il est israélien. Enfin, excusez-moi, mais enfin, si vous, en voyant une tête d'épingle, vous êtes capable de dire que c'est une tête d'épingle israélienne, chinoise ou guatémaltèque, vous êtes très fort. Et ça me fait penser aussi, d'ailleurs, parce que je l'ai mentionné en début d'interview, lorsque l'avion russe avait été abattu par les Turcs en 2015, la justification invoquée, c'était « Ah, mais l'avion russe a violé l'espace aérien turc ». Donc on voit bien que c'est quand même quelque chose de grave de violer, pour un pays lambda, normal, c'est très grave de se faire violer son espace aérien. Ah mais absolument, absolument. Je faisais cette plaisanterie de fort mauvais goût en disant qu'on violait pas une femme. Mais c'était un peu à dessein. C'est-à-dire pour dire qu'en gros, si ça se voit et qu'il y a des traces,
c'est très grave. Mais que là, c'est un problème juridique. Dans la législation internationale, on ne viole pas l'espace aérien d'autrui, c'est tout, ça ne se fait pas. Voilà. Bon. Et pour l'ONU, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Sauf que les pauvres Libanais, si vous voulez, c'est un tout petit pays. Ils ont quand même des voisins très envahissants. La Syrie est un cousin avec lequel ils ont des relations bien compliquées, mais c'est quand même, on va dire, un frère un peu envahissant. Les Israéliens sont plus qu'envahissants. Et les Turcs, qui ne sont pas ils n'ont pas de frontière commune avec la Turquie, mais enfin qui ne sont pas très loin, sont très envahissants aussi. Donc ces pauvres Libanais, si vous voulez, le fait qu'on viole leur espace aérien, c'est pas du tout que son dénouille, c'est que c'était vraiment devenu la routine. Et donc, ils ont commencé à le dire. Je pense là à François Bachat. Je vous encourage à suivre Liban News, qui est donc un média fait par François Bachat, ou Paul Khalife, qui est le correspondant de RFI à Beyrouth. Voilà, ça sont des gens intéressants à suivre. Parce qu'ils vont vous dire, ah mais oui, mais ça, tout le temps, ils vont... Et alors des images, je vous dis, on a que ça, sauf que c'est des têtes d'épingle. Un viol aérien, ça c'est moins visuel que d'autres types de viols. Voilà. Mais c'est dramatique d'un point de vue international, mais surtout, c'est l'arme du crime. C'est-à-dire que c'est la façon dont Israël s'est toujours manifesté au Liban. Donc que les Russes, dont je trouve que leur esprit stratégique est très brillant ces derniers temps, et justement utiliser la même méthode, c'est-à-dire pas vu, pas pris mon chéri, mais on va te violer un petit coup, tu vas voir comment ça fait. Pendant 10 minutes. Et c'est sûr que quand un Russe viole l'espace aérien, vu que maintenant, si vous voulez, la puissance russe est redevenue un peu ce qu'elle était à l'époque de l'Union soviétique, donc maintenant, d'un point de vue militaire, c'est quand même la grande nouvelle de cette guerre en Russie, d'un point de vue militaire, de cette guerre en Syrie. D'un point de vue militaire, les Russes sont revenus à leur pouvoir militaire de l'époque de l'Union soviétique. C'est la grande nouvelle, c'est le grand truc, puisqu'avant on pensait que là, depuis l'écroulement de l'armée soviétique, il y a vraiment eu de l'Union soviétique, excusez-moi, il y a vraiment une misère de l'armée russe qui faisait qu'on parlait toujours de ces pauvres militaires russes qui ne pouvaient même pas aller bouffer au restaurant à Saint-Pétersbourg. Et ça a été un des premier chantier de Poutine que de redonner sa grandeur à l'armée russe. Pour justement, dans le cadre d'une guerre froide qui doit rester froide, faire comprendre qu'on a les moyens de dire merde à l'ennemi américain, puisque c'est bien ça, la guerre froide, on est d'accord. Hein. Donc, si vous voulez, il redonne sa grandeur et il redonne sa stratégie. C'est-à-dire, attends mon lapin là, nous on va faire ce que tu as fait. Et tu vas voir comment ça fait. Donc, même si le monde entier ne le voit pas, puisque quand Israël violait l'espace libanais, le monde ne le savait pas. Eh bien, les Russes ont fait la même chose en Israël, sauf que c'est sûr que quand c'est l'armée russe, ça ne fait pas tellement rire. Ils ont dû avoir un peu peur, les Israéliens. Et puis, c'est une façon de dire, on est ton ami jusqu'à certaines limites quand même. Là, il faudrait peut-être se calmer un peu. Alors, moi, si vous voulez qu'on me demande, ça me fait presque rire, qu'on me demande, mais qui valide cette information? Parce que, je veux dire, c'est exactement qui valide les informations du viol de l'espace aérien libanais par les Israéliens? C'est les photos d'un malheureux gars qui va photographier des têtes d'épingle? C'est d'enregistrer des bangs? Ou c'est des années et des années de harcèlement silencieux? Bon, ben là, les Russes ont fait la même arme. Je crois absolument tous les gens qui m'ont dit avoir vu passer les avions. Quand après, j'ai entendu des sources et russes, et syriennes, et libanaises, copines avec moi, soyons bien clairs, qui m'ont raconté la même histoire, qui m'ont donné le même nombre d'avions à chaque fois, je me suis dit, ouh, ça c'est malin. C'est très malin, parce que c'est d'autant plus malin que nous, là, vous et moi, ça ne nous humilie pas particulièrement. Donc, il n'y a pas vraiment un très gros enjeu. Par contre, c'est très malin d'avoir fait savoir aux Israéliens que maintenant, c'était fini, cette petite guerre de titillage, là. Ça me pousse à vous dire que je pense que, contrairement à une idée assez répandue, Israël a perdu beaucoup de son aura. C'est-à-dire qu'un Trump l'a lâché beaucoup plus qu'on ne croit. Même si Trump reste un pro-israélien imbattable, hein, un sioniste imbattable,
il est en train de faire un tas de choses qui montrent bien que tout n'est pas si clair. Par exemple, il est en train de retirer, vous êtes au courant, tous les crédits de l'UNRWA. L'UNRWA, il faut savoir que c'est le premier employeur au Liban. Le crédit pour les Palestiniens ? Absolument. Alors l'UNRWA, c'est la section de l'ONU qui s'occupe de gérer les Palestiniens depuis 1948. Les réfugiés palestiniens ? Oui, les réfugiés palestiniens au Liban et en Jordanie. Mais c'est surtout le Liban. Il faut savoir que donc l'UNRWA est le premier employeur libanais. Ça, c'est quelque chose que personne ne sait et qui est très important. Il y a combien de réfugiés palestiniens au Liban ? Je vais vous dire une connerie, alors je préfère me taire. Voilà. Il faudra vérifier. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de camps. Et puis enfin, il y a quand même une guerre des berceaux, donc ça augmente tout le temps. Bon. Et sur le sol israélo-palestinien, du côté où on se trouve, on lui trouve le nom qu'on veut, l'UNRWA agissait beaucoup aussi. C'est pas que les réfugiés palestiniens, c'est aussi les habitants palestiniens de cette zone israélienne où il y a des colonies, donc on était palestinien, puis d'un seul coup on devient israélien, où il y a des hôpitaux. C'est aussi qui subventionnait les hôpitaux. Tout ça a été coupé, en particulier à Gaza. Ça veut dire qu'à Gaza, tous les hôpitaux qui étaient subventionnés, l'ONU, comme vous le savez, est subventionné par les Américains. Et en grande partie, 90%. Et voilà qu'on nous annonce que tous les hôpitaux de Gaza, qui étaient aussi subventionnés par les Américains, hôpitaux palestiniens, donc en gros, on entretenait un peu tout ce truc-là. Il n'y a plus de subvention. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils veulent transformer Gaza en une bombe ? Parce qu'évidemment que les gars sont furieux, là. Vous imaginez, il n'y a plus d'hôpitaux, les réfugiés. Donc, là encore, moi je trouve que la politique de Trump, dont on me dit qu'il est follement pro-israélien, et surtout, follement, je me barre. C'est-à-dire, maintenant, je vous laisse dans votre merde, les petits gars. Alors, il y a eu la création d'Israël, c'est bien sympa, et moi, je suis d'ailleurs complètement pro-Israël, voilà, bon. Mais en attendant, dans les faits, je retire tous les crédits de ce qui maintenait la population palestinienne relativement calme, on va dire, puisque d'un point de vue chiffre démographique, il n'y a rien à faire. Les Palestiniens ont largement gagné la guerre des berceaux. Et voilà que justement maintenant, on veut les énerver encore plus. Mais ils vont s'attaquer à qui, les Palestiniens, si on les énerve encore plus ? À vous ? À moi ou aux Israéliens ? Donc, je veux dire, la politique de Trump n'est pas du tout si claire. Et essayez de la revoir à la lumière de ce que je vous dis, et de bien vérifier tout ce que je vous dis. Et vous verrez qu'en effet, c'est quand même un peu bizarre, cette histoire de l'UNRWA. Alors pour conclure cette interview, j'aimerais qu'on revienne sur les relations russo-israéliennes. Parce que effectivement, donc là, c'est pas du tout paru ni dans les médias russes, ni dans les médias israéliens, ni dans les médias occidentaux, qu'il y a eu ce viol russe de l'espace aérien israélien. C'est possible que ça ne calme pas le Netanyahou, pour parler clairement. C'est-à-dire que les Israéliens continuent à faire des frappes en Syrie et que la Russie, du coup, et du coup, que va préparer Poutine, si on peut essayer de voir dans le jeu du maître des échecs. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Je pense qu'il n'a pas. L'idée n'est pas de calmer Netanyahou. Vous savez, Netanyahou, là, l'ambiance à l'intérieur d'Israël est très nerveuse. Je les comprends. Je veux dire, moi, je ne suis pas anti-israélien au sens les citoyens d'Israël. Je veux dire, tout le monde n'est pas un sioniste allumé. Il y a un tas de gens qui ont immigré là par conviction. Beaucoup, d'ailleurs. Je pense d'ailleurs une majorité. Et je pense que tous ces gens-là sont pris en étau dans une situation épouvantable. Et moi, l'important, c'est la paix et surtout le respect de la vie humaine. Et ces gens-là sont hautement respectables. Donc, vraiment, je le pense très sincèrement. Et non seulement je le pense très sincèrement, mais je me suis souvent dit que je serais bien emmerdé si je vivais en Israël actuellement et que j'y suis allé par conviction. Parce que c'est vraiment difficile, quoi. C'est difficile parce qu'il y a une espèce... C'est un rêve dément d'avoir donné une terre à des gens en en virant d'autres et après de se retrouver dans un pays qui ne respecte aucune loi internationale, qui rentre en guerre avec tout le monde, qui fait chier dès qu'il a 2 minutes pour faire chier et qui maintenant a un leader qui est le plus provocateur des mecs de la planète Terre. Je veux dire, Netanyahou fait un mal à Israël épouvantable.
Donc, je pense que Poutine envoyait un message aux Israéliens, et en particulier peut-être même aux pacifistes israéliens, pour leur dire, écoutez, là, il va falloir qu'on calme le jeu. Est-ce que Netanyahou va entendre... Netanyahou n'est pas pacifiste. Donc, est-ce que Netanyahou va entendre le signal ou est-ce qu'il va décider de l'entendre? Je ne sais pas, et je vais vous dire, on s'en fout. Je ne pense pas que c'était lui que Poutine ciblait. Poutine, il envoyait un message plus global qui voulait faire un peu comprendre aux Israéliens. Si vous voulez, c'est vrai qu'on a parfois un peu l'impression que les Israéliens vivent dans un autre monde en toute impunité. Bon, ben là, ça commence les punitions, ça commence les emmerdements, ça commence les Russes qui nous survolent. Il y a BDS aussi, donc cette campagne qui dit que c'est économiquement qu'on arrivera à faire comprendre aux Israéliens qu'on n'est pas d'accord avec la politique qu'ils mènent vis-à-vis des Palestiniens et que comme ça, il y aura moins de morts. Ce qui me paraît très intelligent, là encore. C'est très bien de faire la guerre sans qu'il y ait de morts. Et la guerre économique, c'est quand même une méthode où il y a quand même beaucoup moins de morts qu'avec des kalachnikovs. Il n'y a rien à faire. C'est une espèce d'embargo citoyen, BDS, si vous voulez. Ce sont des citoyens qui décident de faire un embargo sur les produits israéliens dans le cadre d'une dénonciation, comme l'a fait, par exemple, c'est Roger Waters, le chanteur des Pink Floyd, en refusant d'y aller. Beaucoup d'artistes qui refusent d'y aller. Enfin, en gros, de dire qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est une façon de lutter de façon qui n'est pas que symbolique, puisqu'elle est économique et quand on touche au portefeuille... Et je rajouterais, si tu me permets... Oui. Qui est économique et qui est surtout, pardon, qui est pour la caméra, qui est surtout médiatique. Ça, c'est ce que nous apprend le documentaire censuré par la chaîne qatari Al Jazeera, le documentaire sur le lobby pro-israélien. J'ai lu l'article d'Alain Grèche qui explique que ce dont ils ont peur, c'est pas tant le manque à gagner économique, parce qu'ils ont Israël est la start-up nation par excellence. Et donc il y a un afflux de crédit, voilà, il y a du fric. Mais par contre, ils sont en train de perdre la guerre des idées, et notamment sur les campus américains. Et et même au sein des familles juives américaines. C'est-à-dire que Avant, ils passaient pour des victimes, ils sont en passe de passer pour des salauds, ils n'aiment pas du tout ça. Et c'est très pénible de passer pour un salaud. Je veux dire, que Netanyahou passe pour un salaud ne me gêne nullement. Mais que des braves gens qui vivent en Israël, ou les juifs du monde entier, enfin bordel, qui n'ont rien fait, passent pour des salauds en permanence. Mais enfin, ça va pas, ça. Mais d'un autre côté, il faut bien qu'ils prennent un peu plus position. Parce que c'est vrai qu'il y a un problème, c'est vrai qu'on est en train d'avoir un pays qui est en toute impunité en train de pratiquer l'apartheid, il faut appeler un chat, un pays qui est en toute impunité en train de tuer toute la population palestinienne par un tas de méthodes, ou de l'humilier, ou de l'avilir, ou... enfin bref... J'ai pas compris. Oui, de spolier ses terres, absolument. Je veux dire, quand ils arrachent tous les oliviers d'un pauvre vieux monsieur, comme les images qu'on a vues là récemment, pour reprendre ce fameux village qu'ils ont d'ailleurs toujours pas réussi à prendre, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Beit Shavam. Enfin, je veux dire, c'est odieux. Et puis Israël déstabilise ses voisins. Ah ben attendez, c'est sûr que là, de toute façon, c'est une pétaudière. Il n'y a pas d'autre terme, là. Le conflit israélo-palestinien est la source de tellement d'emmerdements qu'on n'a pas fini d'en faire la liste dans cette interview. Donc, il faut absolument résoudre le problème. Bon, les torts sont tout à fait partagés et on n'en est même plus au stade des torts. On en est au stade d'un pays qui pose problème. Est-ce qu'on peut effacer ce pays? Moi, je pense que non, c'est pas du tout la solution. Je sais qu'il y a un tas de gens pour qui c'est la solution, je ne partage pas leur opinion. D'ailleurs, il y a un tas de Palestiniens qui ne partagent pas cette opinion. De même qu'il y a un tas d'Israéliens qui ne partagent pas l'opinion de Netanyahou. C'est très compliqué, c'est un vrai merdier. Et donc, ce qu'il faut déjà, c'est apaiser le jeu. Ce que fait très bien Poutine avec cette histoire de survol, et ce qui fait très bien en laissant planer un doute sur qui a tué mes 15 gars, surtout qu'on sait que les Russes sont un petit peu sensibles sur le sujet de ça. Dès qu'il y a un mort, c'est un drame. Les Russes là-dessus sont comme les Israéliens, c'est-à-dire qu'un mort vaut une grande campagne médiatique. On constate que si 20 Palestiniens meurent, c'est pas très très grave. Par contre, un Israélien meurt, c'est une catastrophe. Un Russe meurt, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, les pays dits civilisés se targuent qu'un seul mort, c'est déjà trop, comme si un mort palestinien avait d'un seul coup moins de valeur, ce qui paraît un petit peu inattendu. Tout comme quand
Tout comme quand on illumine la Tour Eiffel que quand il y a des attentats dans les pays occidentaux et qu'on ne le fait pas quand il y a des attentats dans les pays musulmans. Oui, c'est-à-dire qu'on en arrive aux questions existentielles lourdes. Quelle est la valeur de la vie humaine? Est-ce que ma vie a plus de valeur si je suis blanche? Est-ce qu'elle a plus de valeur si je suis de telle nationalité? Est-ce qu'elle a plus de valeur si je suis palestinienne ou si est-ce qu'elle a moins de valeur si je suis palestinienne? Ce qui en l'occurrence c'est clairement le cas. Là, pour le coup, je ne vais pas poser la question. On a la réponse. Il faut à peu près 20 Palestiniens pour qu'il y ait l'impact médiatique de la mort d'un Israélien. Ça ne va pas du tout, ça. C'est très choquant d'un point de vue humain. Et je pense que ça choque. Je veux dire, Gédéon Lévy est très choqué par ça. Gédéon Lévy, qui est un journaliste israélien de Haaretz, est très choqué par ça. Il n'y a pas que lui. Prenez le cas de cette femme remarquable dont le nom va me revenir, Amira Haas. Amira Haas, dont les parents sont morts à Auschwitz et qui a quand même écrit des livres sur Yasser Arafat, alors qu'elle était la correspondante à Gaza, envoyée par Haaretz pour justement dénoncer combien les Palestiniens étaient méchants. Et voilà, pof, elle dit non mais attendez, c'est ce qui se passe, c'est odieux. Il y en a plein. Norman Finkelstein. Mais oui, normal, absolument. Norman Finkelstein. Des Israéliens qui sont furieux du rôle qu'on leur fait jouer. Il y a aussi cet auteur que j'adore qui a écrit La femme fuyant l'annonce. Son nom reviendra, mais en tout cas, c'est pas grave. Le livre est magnifique et je vous encourage à le lire. Écrit donc par un Israélien, La femme fuyant l'annonce, qui est vraiment une métaphore d'un pays qui fuit l'annonce du fait qu'il a été créé sur un leurre. C'est terrible, ça. C'est terrible. Alors on va revenir sur la Syrie, même si cette aparté sur l'Israël était très importante et très intéressante, puisque c'est lié, c'est forcément lié à ce qui se passe en Syrie. Je précise toutefois que Norman Finkelstein est américain et non pas israélien. On l'a pas précisé parce qu'on c'est vrai qu'on zappe de sujet en sujet à une vitesse folle. J'espère que les internautes nous suivent. On va pas tarder à clore cette interview, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose par rapport à la fin du conflit en Syrie, puisque la fin de la guerre semble se profiler. Alors, pour reprendre une formule célèbre, il est plus facile parfois de finir une guerre que de parvenir à une paix, parce que c'est pas parce que les derniers canons se taisent que la guerre est totalement finie. La Syrie est, à mon avis, un pays qui est déchiré pour assez longtemps, un petit peu comme le Liban l'a été, et ça s'en est remis, le Liban s'en est tout à fait remis de la guerre. Je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Non, je pense que le Liban s'en remet pas et j'en suis bien triste. On se remet pas d'une guerre civile. Il n'y a jamais eu de guerre civile en Syrie. Il y a eu une guerre civile au Liban. Et pour l'instant, enfin, je dis on se remet pas d'une guerre civile parce que c'est ce que m'a dit un ami libanais il y a 2 jours. Il m'a dit on se remet pas d'une guerre civile. Et il vit à Beyrouth. Donc, c'est comme ça qu'il le vit, en tout cas. En Syrie, il n'y a jamais eu de guerre civile. C'était bien le but de toutes ces manigances occidentales, dirais-je, et de la préparation auquel ça a donné lieu. Voilà, de faire croire en une guerre civile. Il n'y a jamais eu de guerre civile. C'est une guerre d'intrusion. Et la population syrienne, moi je vais en Syrie très très régulièrement, au minimum une fois par an, et bien des années j'y suis allé plus souvent qu'une fois par an. Je me balade dans toute la Syrie puisque par le fait que j'ai beaucoup vécu au Liban, que j'ai aussi vécu en Syrie et sous Hafez et sous Bachar, que mes enfants ont un père syrien, que j'ai vécu sous la tente, c'est ce que je raconte dans mon bouquin. Donc avec des sunnites, les Bédouins sont sunnites en Syrie, mes meilleurs amis sont ismaéliens et alaouites et chrétiens, le tout en vivant avec une famille sunnite, si vous voulez. C'est vrai que j'ai quand même beaucoup d'entrées en Syrie, et tout ça fait que je pense que la Syrie n'est pas déchirée, comme vous le dites, pour longtemps, non. Je pense qu'elle est déjà dans un programme de reconstruction, il suffit de voir. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Ils sont déjà à Alep qu'on nous a décrit comme une catastrophe. Il faut quand même bien préciser qu'il y a 15% d'Alep qui est détruite. Il n'y a que 15% d'Alep qui est détruite. Ça veut dire qu'il y a donc 85% de la ville qui va très bien. Bon. Ça, voilà, ça fait partie des choses ça, qu'on n'entendait pas quand on était en plein drame alépien.
Eh bien, à Alep, on forme actuellement des guides touristiques. Vous voyez, donc, et pas un peu, hein, ça fait 7 mois. Je connais la personne qui s'occupe des formations où il y a 80 personnes. Tout ça est tout à fait facile à retrouver. Toutes les sources sont très faciles à retrouver. Et les photos, on forme des guides touristiques. Un pays qui forme des guides touristiques n'est pas un pays qui se considère comme déchiré. On ne forme pas beaucoup de guides touristiques libanais, si vous voyez. Bon. Non, je pense que la population syrienne n'a jamais été aussi unie. Je pense que Bachar el-Assad, n'en déplaise à ses détracteurs, n'a jamais été aussi populaire. Et vous ne pouvez pas marcher 3 minutes dans la rue sans qu'on vous vende un petit drapeau syrien que vous mettez autour du poignet, ou une petite médaille avec Bachar, le mieux étant la mug où vous avez Poutine, Bachar et Nasrallah, que vous pouvez acheter sous toutes les formes, sous toutes les couleurs, et même en noir. Et après, quand vous mettez du thé chaud dedans, hop, d'un seul coup, vous voyez Poutine, Assad et Nasrallah qui arrivent. Bon, le pays n'a jamais été aussi solide et lié, jamais. On peut aller en Syrie, contrairement à ce qu'on raconte. C'est compliqué parce qu'évidemment, ils sont devenus un peu méfiants, les Syriens. On peut le comprendre, après une guerre qui a duré 7 ans. Mais on peut tout à fait. Il suffit de connaître quelqu'un en Syrie et que cette personne se porte référent, comme en Russie, par exemple. Et d'ailleurs, les Américains ont beaucoup durci leur politique d'immigration. Donc, je pense qu'actuellement, la politique d'immigration, leur politique d'immigration, d'entrée dans le pays, de visa. Je pense qu'actuellement, la politique de visa pour les Américains n'est pas tellement différente de la politique des Syriens en termes de montrer patte blanche. Vraiment. Puisque maintenant, il faut des AVE, des autorisations de vol électronique avant de pouvoir rentrer dans le pays aux États-Unis. Ça non plus, on ne le sait pas, mais renseignez-vous. Pour l'instant, l'aéroport de Damas ne marche pas encore, donc il faut passer par le Liban, mais enfin, on peut tout à fait y aller. Donc, essayez. Essayez, vous saurez simplement. Bon. Notamment les journalistes. Alors, les journalistes doivent faire une demande au ministère de l'Information syrien. Si ça les choque, j'en suis bien désolé, mais enfin, moi, je serais un pays en guerre, je ferais la même chose. Surtout après l'épisode où il y a eu un journaliste français qui a été tué en Syrie. On a accusé Damas. Oui, mais ça, on en parlait dans notre émission, puisque c'est un journaliste de France 2, Gilles. Pour ne pas le citer, et on en parlait quand on a fait cette émission Le Grand Aveuglement, qui est passée en février 2016 sur France 2 dans le cadre d'une émission qui s'appelait Un œil sur la planète. Ça s'appelait Syrie, le Grand Aveuglement. Vous le trouvez n'importe où sur YouTube, ça dure 1h30, ça vous présente de façon concise et sous forme de plusieurs reportages un panorama de l'aveuglement de la France au sujet de la Syrie, parce qu'on peut dire que vraiment la France a eu tout faux au sujet de la Syrie. C'est une excellente émission, puisque j'y interviens, que j'y ai été interviewé, donc c'est une excellente émission, je le dis en toute objectivité. Faut faire sa pub. Mais c'est pas tellement ça, c'est surtout que c'est vraiment une excellente émission, et que si elle passe en boucle sur YouTube et qu'on en est au nombre de vues où on est arrivé, je pense que ce n'est pas complètement par hasard. Moi-même, je vais sortir un film sur les chrétiens de Maaloula, qui est donc une ville où on parle l'araméen, la langue de Jésus. Ça devrait sortir à peu près dans 1 mois et demi. Je vous en reparlerai quand ça sortira. Mais là aussi, tout ça, ça montre bien. Toutes les fêtes religieuses ont été réinstaurées en Syrie pour bien montrer que l'ambiance était à la fête. Et par exemple, pour cette fête des chrétiens à Maaloula, c'est une fête avec du feu, et c'est extraordinaire à voir, puisque Maaloula est une ville avec des falaises, et on met du feu dans les falaises, on balance du feu des falaises. C'est extraordinaire à voir, la fête de la croix. Ashura a actuellement lieu, Ashura qui est donc une fête chiite, a actuellement lieu en Syrie, puisque c'est maintenant là, c'est au moment où nous parlons. Donc non, je pense que la Syrie n'est pas déchirée. La Syrie est meurtrie, la Syrie est douloureuse, mais la Syrie est vivante, et surtout la Syrie a l'intention de se reconstruire et de vivre. Et j'en tiens pour preuve que vous pouvez y aller, d'une part, que il faut absolument essayer d'aller interviewer les gens autour de vous, et des gens syriens. Allez leur poser des questions, vous verrez ce qu'ils vous répondent.
Très bien, eh bien. Adeline Chenon-Ramla, merci beaucoup pour cette interview. Je confirme vos dires, hein. Il se trouve que j'ai eu la chance d'aller à Maaloula et en Syrie en général en 2015 pendant 2 semaines seulement, mais ça m'a permis de me rendre compte que même au plus fort de la guerre, effectivement, les Syriens restaient unis. Même à Maaloula, qui a été une ville entre guillemets martyre, puisqu'il y a eu des islamistes qui ont massacré des chrétiens là-bas. C'est une ville qui est mixte. Il y a même certains jeunes de la ville qui ont aidé un petit peu les islamistes à commettre ces massacres. Donc ça aurait pu laisser enfin, ça a laissé des cicatrices énormes. Mais je n'ai pas ressenti de haine anti-musulmane de la part des chrétiens, ni de. Il y a 3 mosquées à Maaloula, et d'ailleurs, ce dont vous parlez est l'objet de notre film. Donc vraiment, il faudra que je vous en parle quand le film sort. C'est exactement l'objet du film. Très bien. Eh ben, je rappelle le nom de votre livre, qui lui est sorti déjà en 2016, Ma série, aux éditions Écrire, lire et penser. Voilà, Écrire, lire et penser, donc c'est une édition canadienne. Il faut savoir que ce livre a une histoire éditoriale un peu compliquée, qui fait que si vous allez sur les grandes plateformes de vente, vous ne le trouverez qu'en e-book, mais qu'il existe en papier. Pour ça, il faut aller sur le site OLP, tout bêtement, ou il faut aller sur la page Facebook du livre, qui s'appelle Ma Syrie. Et là, on vous proposera c'est une page qui a été mise sur pied finement par mon éditeur. Donc, soit vous allez sur le site de ELP, l'éditeur, qui vous dira comment l'acheter en papier ou en e-book. Et soit vous allez sur la page donc faite par l'éditeur Facebook de Ma Syrie, qui s'appelle Ma Syrie, et où en plus on entretient régulièrement l'actualité bédouine, puisque c'est un livre qui est uniquement sur les Bédouins et qui n'est absolument pas un livre politique, hein. C'est vraiment mon témoignage de vie au milieu des Bédouins, et par ailleurs mon histoire d'amour, puisque j'ai quand même épousé un Bédouin et je lui ai fait 2 enfants, et que pour moi ça n'est pas anecdotique, évidemment. Eh bien, merci beaucoup.